Elon devient rapidement l'humain le plus puissant sur Terre. Je ne suis pas sûr de ça. Tu ne l'es pas. Tu ne penses pas qu'il l'est? Eh bien, il n'a pas les bombes nucléaires, donc. Les bombes nucléaires? Ouais. Il y a différentes définitions et perspectives sur le pouvoir. Exact. Comment lui et Donald Trump peuvent-ils éviter d'embellir des aspects de ce pouvoir? Je veux dire, je pense que le danger est là avec le pouvoir. C'est juste. C'est carrément là. Je dirais qu'avec Elon, et je dirais d'ailleurs, de manière écrasante, je dirais, jusqu'à présent, tout va bien. Je suis extrêmement ravi de ce qu'il a fait sur presque tous les fronts depuis, genre, les 30 dernières années, mais y compris tout ce qu'il a fait récemment, je pense qu'il a été un vrai héros sur beaucoup de sujets où nous avions besoin de voir de l'héroïsme. Mais je dirais le genre de cas qu'il a ce niveau de pouvoir est une combinaison de l'argent et de la proximité avec le président. Et évidemment, les deux sont des instruments de pouvoir. L'argument contraire à cela est, je pense qu'une grande partie de la façon dont Elon provoque des changements dans le monde en ce moment. Je veux dire, il y a les entreprises qu'il dirige, directement où je pense qu'il fait très bien, et nous sommes investisseurs dans plusieurs d'entre elles, et ça se passe très bien. Mais je pense que, comme beaucoup de choses qui énervent les gens à son sujet, c'est le social et le politique, et c'est ses déclarations, et puis c'est les effets en aval de ces déclarations. Donc comme par exemple, ces dernières semaines, ça a été lui, pesant sur ce scandale de gang, cette affaire de viol organisé d'enfants au Royaume-Uni, et c'est en fait une cascade de préférences. C'est une de ces choses où les gens savaient qu'il y avait un problème. Ils n'étaient pas prêts à en parler. Ça a été un peu réprimé. Et puis Elon l'a soulevé. Et tout d'un coup, il y a maintenant au Royaume-Uni cette genre explosion massive de conversations ouvertes à ce sujet pour la première fois. Et c'est comme ce catalyseur. Tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé et se dit « Oh mon Dieu, c'est vraiment mauvais. » Et il y aura maintenant, je suis assez sûr, assez clairement de grands changements en conséquence. Donc, et Elon était, il a joué le rôle du garçon qui a dit que l'empereur n'a pas de vêtements. Exact. Voici mon point. Comme il l'a dit à propos de quelque chose qui était vrai. Exact. Et donc, s'il l'avait dit à propos de quelque chose qui était faux, il n'aurait reçu aucun crédit pour ça. Il ne mériterait aucun crédit pour ça. Mais il a dit quelque chose qui était vrai. Et d'ailleurs, tout le monde là-bas, instantanément, ils étaient comme « Oh ouais, il a raison ». Comme personne n'a sérieusement dit. Il discute juste des détails maintenant. Mais numéro 1, c'est comme « D'accord, il dit des choses vraies ». Et donc, c'est comme « D'accord ». Jusqu'où, disons-le ainsi, comme « À quel point sommes-nous inquiets ?» Sommes-nous inquiets que quelqu'un devienne corrompu en vertu de son pouvoir, étant donné qu'il peut dire la vérité? Et je suppose que je dirais, surtout dans la dernière décennie de ce que nous avons traversé, où tout le monde a menti tout le temps sur tout, je dirais que je pense que nous devrions mener cette expérience aussi fort que possible pour amener les gens à dire la vérité. Et donc je ne me sens pas si mal à ce sujet. Cela entre rapidement dans la question de l'argent en politique, et la question de l'argent en politique est cette question très intéressante, parce qu'il semble qu'il y ait un cas clair que plus il y a d'argent en politique, pire sont les choses et plus le système est corrompu. C'était un sujet très populaire de conversation publique jusqu'en 2016, quand Hillary a dépensé 3 fois plus que Trump et a perdu. Tu remarqueras que l'argent en politique a presque disparu comme sujet ces 8 dernières années. Et encore une fois, Trump a dépensé beaucoup moins, Kamala a levé et dépensé 1,5 milliard en plus de ce que Biden avait dépensé. Donc ils étaient à, je ne sais pas, quelque chose comme 3 milliards au total. Et Trump, je pense, a dépensé encore, comme un tiers ou un quart de ça. Et donc le sujet de l'argent en politique a un peu disparu de la conversation populaire ces 8 dernières années. Il est revenu un peu maintenant qu'Elon dépense. C'est comme, d'accord, il dépense. Mais les données sembleraient indiquer. Dans les 8 dernières années, au moins, l'argent ne gagne pas les batailles politiques. C'est comme si les électeurs avaient une voix et l'utilisaient, et qu'ils n'écoutaient pas juste les pubs. Et donc, encore une fois, là, je dirais, comme, ouais, clairement, il y a du pouvoir là. Mais je ne sais pas si c'est un arme qu'il peut juste activer et utiliser de manière définitive. Et je ne sais pas s'il y a des parallèles là, mais je pourrais aussi dire juste au niveau humain, il a un bon cœur, et je côtoie beaucoup de gens puissants, et ce n'est pas toujours le cas. Alors c'est une bonne chose là. Si on peut faire des parallèles avec le Hobbit ou peu importe qui met l'anneau, Frodo. Frodo, ouais. Peut-être qu'une des leçons du Seigneur des Anneaux, c'est que même Frodo aurait été... même Frodo aurait été corrompu, non? Mais, néanmoins, il y avait quelqu'un qui pouvait faire ce qu'il fallait à l'époque. La chose que je trouve juste tellement incroyable à propos du phénomène Elon et toutes les critiques, c'est, la seule chose sur laquelle tout le monde dans nos sociétés est universellement d'accord à cause de notre sorte de post-christianisme égalitaire. Alors, on vit dans ce contexte chrétien post-sécularisé en Occident maintenant, et c'est, on considère le christianisme un peu arriéré, mais on croit encore essentiellement aux mêmes choses. On les habille juste en sorte de fausse science. La seule chose qu'on nous enseigne tous,
c'est que les meilleures personnes au monde sont celles qui se soucient de toute l'humanité, non? Et on vénère, tu sais, toutes nos figures sont des gens qui se soucient de tout, tu sais. Jésus se souciait de toute l'humanité. Gandhi se souciait de toute l'humanité. Martin Luther King se souciait de toute l'humanité, comme la personne qui se soucie le plus de tout le monde. Et avec Elon, tu as un gars qui littéralement, comme, il parle de ça. Constamment, et il en parle exactement de la même manière en privé, littéralement. Il agit au nom de toute l'humanité pour essayer de nous amener à, tu sais, il passe par, pour nous amener à une civilisation multiplanétaire, afin que nous puissions survivre à une frappe sur n'importe quelle planète, afin que nous puissions étendre la lumière de la conscience humaine dans le monde, et tu sais, dans l'univers. Et comme littéralement la critique est, ouais, on veut que tu te soucies de toutes. L'humanité, mais pas comme ça. Ouais, tous les critiques, tout le tumulte de surface des critiques sera oublié. Ouais, je pense que c'est. Ouais, c'est clair. Tu as dit qu'on finit toujours par être gouverné par une élite de quelque sorte. Peux-tu expliquer cette loi, cette idée? Alors ça vient d'un philosophe politique italien, d'il y a environ 100 ans nommé Robert Michels, ou Michaels. Et puis c'était. J'ai appris ça à travers un livre célèbre sur la politique, probablement le meilleur livre sur la politique écrit au XXe siècle, appelé Les Machiavéliens par ce gars James Burnham, qui a eu un grand impact sur moi. Mais dans Les Machiavéliens, il ressuscite ce qu'il appelle l'école réaliste italienne de philosophie politique des années 10 et 20. Et ces gens-là, pour être clair, ce n'était pas comme une affaire Mussolini. C'étaient des gens qui essayaient de comprendre les mécanismes réels de comment la politique fonctionne réellement. Alors, pour arriver à la substance mécanique réelle de, comme, comment la machine politique fonctionne. Et ce gars Michels avait ce concept qu'il a fini par appeler la loi de fer de l'oligarchie. Alors, en gros, dans la théorie politique classique, il y a essentiellement 3 formes de gouvernement au cœur. Il y a la démocratie, qui est le règne du grand nombre. Il y a l'oligarchie, qui est le règne de quelques-uns. Et il y a la monarchie, qui est le règne d'un seul. Et tu peux juste utiliser ça comme un cadre général de n'importe quel gouvernement sous lequel tu vas être. Ça va être l'un de ceux-là, juste une observation mécanique, sans même dire lequel est bon ou mauvais. Juste une observation structurelle. Et donc la question que Michel s'est posée était comme, y a-t-il une telle chose que la démocratie? Y a-t-il réellement une telle chose que la démocratie? Y a-t-il jamais réellement un gouvernement direct? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté cette sorte d'exploration historique incroyable pour savoir si les démocraties avaient jamais existé dans le monde. Et la réponse, en gros, est presque jamais. L'autre chose qu'il a faite, c'est qu'il a cherché l'organisation privée la plus démocratique au monde qu'il pouvait trouver à ce moment-là. Ce qu'il a conclu était en gros un syndicat d'ouvriers automobiles allemands communistes qui était entièrement dévoué à l'union des travailleurs du monde à l'époque où c'était comme la chose à la mode. Et il est allé là-bas et il s'est dit, d'accord, c'est l'organisation parmi toutes les organisations sur la planète Terre qui doit fonctionner comme une démocratie directe. Et il s'est allé là-bas et il s'est dit, oh non, il y a une classe dirigeante. Il y a comme 6 gars au sommet et ils contrôlent tout. Et ils mènent le reste des membres par le bout du nez. C'est, bien sûr, l'histoire de chaque syndicat. L'histoire de chaque syndicat, c'est toujours l'histoire de, tu sais, il y a un Jimmy Hoffa là-dedans, tu sais, qui gère le truc. Tu sais, on vient de voir ça avec le syndicat des débardeurs, non? Comme, tu sais, il y a un gars et c'est lui le boss. Et d'ailleurs, le numéro 2, c'est son fils, non? Comme, c'est pas comme si c'était un accident, non? Donc la loi de fer de l'oligarchie dit essentiellement que la démocratie est bidon. Il y a toujours une classe dirigeante. Il y a toujours une élite dirigeante structurellement. Et il a dit que la raison de cela était que les masses ne peuvent pas s'organiser, non? Quel est le problème fondamental? Que ce soit 25 000 personnes dans un syndicat ou 250 millions dans un pays, les masses ne peuvent pas s'organiser. La majorité ne peut pas s'organiser. Seule une minorité peut s'organiser. Et pour être efficace en politique, il faut s'organiser. Et donc chaque structure politique dans l'histoire humaine a été une forme d'élite organisée, dirigeant une majorité large et dispersée. Chaque fois. Les Grecs et les Florentins ont eu de brèves expériences de démocratie directe. Et c'était des désastres totaux. À Florence, j'oublie le nom. C'était appelé comme la révolte des travailleurs ou quelque chose comme ça. Il y a eu une période de 2 ans où ils ont essentiellement expérimenté la démocratie directe pendant la Renaissance, et c'était un désastre complet, et ils n'ont jamais réessayé. En Californie, nous avons notre propre expérience là-dessus, qui est le système de proposition, qui est une superposition sur la législature. Et quiconque y jette un coup d'œil pendant 2 secondes conclut que ça n'a été un désastre complet, c'est juste une catastrophe, et ça a causé d'énormes dommages à l'État. Et donc, essentiellement, la présomption que nous sommes en démocratie est juste en quelque sorte, par définition, bidon. Maintenant, bonne nouvelle pour les États-Unis. Ça. Il s'avère que les fondateurs ont compris cela, et donc bien sûr, ils ne nous ont pas donné une démocratie directe. Ils nous ont donné une démocratie représentative, non? Et donc, ils ont intégré l'oligarchie dans le système sous la forme du Congrès, de l'exécutif et du judiciaire. Mais donc, de toute façon, en conséquence,
la démocratie est toujours et partout bidon. Il y a toujours une élite dirigeante. Et essentiellement, la leçon des machiavéliens est que tu peux nier ça si tu veux, mais tu te berces d'illusions. La façon de vraiment penser à comment faire fonctionner un système et maintenir une sorte de liberté est de vraiment comprendre que c'est ce qui se passe. Et heureusement pour nous que les fondateurs ont vu cela et ont trouvé un moyen de, étant donné qu'il y aura une élite dirigeante, comment créer un équilibre des pouvoirs parmi cette élite pour qu'elle ne devienne pas incontrôlable. C'était très astucieux, non? Et tu sais, une partie de cela était basée sur des expériences antérieures. Une partie de cela, d'ailleurs, tu sais, c'était des gens très, très intelligents, non? Et donc, ils connaissaient énormément l'histoire grecque et romaine. Ils connaissaient l'histoire de la Renaissance. Tu sais, les Federalist Papers ont argumenté cela en long et en large. Tu peux tout lire. Ils ont dirigé l'un des meilleurs séminaires de l'histoire mondiale pour essayer de comprendre cela. Et ils y ont réfléchi très attentivement. Je vais te donner un exemple qui continue d'être un sujet brûlant. Donc une façon dont ils l'ont fait est à travers les 3 branches du gouvernement, non? Exécutif, législatif et judiciaire. Une sorte d'équilibre des pouvoirs. Mais l'autre façon dont ils l'ont fait était en écho à ce qui avait été fait plus tôt au Parlement britannique. Ils ont créé les 2 corps différents de la législature, non? Et donc la Chambre et le Sénat, comme tu le sais, la Chambre est répartie sur la base de la population. Et le Sénat ne l'est pas. Les petits États ont autant de sénateurs que les grands États. Et puis ils ont pris la décision délibérée de faire réélire la Chambre tous les 2 ans pour la rendre très réactive à la volonté du peuple. Et ils ont pris la décision de faire réélire le Sénat tous les 6 ans pour qu'il ait plus de recul par rapport aux passions du moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas choisi l'un ou l'autre. Non, ils ont fait les 2. Et puis pour faire passer une législation, tu dois passer par les 2. Et donc ils ont intégré comme une deuxième couche de frein et contrepoids. Et puis il y a 1000 observations que nous pourrions faire sur le bon fonctionnement du système aujourd'hui, et dans quelle mesure il est à la hauteur de l'idéal, et dans quelle mesure nous respectons réellement la Constitution. Tu sais, il y a beaucoup de questions ouvertes là-dessus. Mais ce système a survécu pendant près de 250 ans, avec un pays qui a été spectaculairement réussi. Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre nous échangerait ce système pour un autre. Et donc, c'est, l'une des grandes réalisations de tous les temps. Ouais, c'est incroyable. Et on devrait dire qu'ils étaient tous assez jeunes par rapport à notre groupe actuel. 2 leaders, beaucoup dans la vingtaine à l'époque, et comme des super génies. C'est l'une de ces choses où c'est juste comme, d'accord, quelque chose s'est passé, où il y avait un groupe de personnes où, vous savez, personne n'a jamais testé leur QI, mais comme ce sont les Einstein de la politique. Ouais, une chose incroyable. Ils étaient des étudiants très assidus de la pratique mécanique réelle de la démocratie, pas fixés sur ce qui était souhaitable. Ils étaient incroyablement concentrés sur ce qui fonctionnerait réellement. Ce qui est, vous savez, je pense, la façon de penser à ces choses. Il y avait des ingénieurs en quelque sorte, pas les étudiants en sciences humaines floues. Ils étaient des rotateurs de formes, pas des cellules de mots. Je me souviens de ça. Waouh! Ce mème est venu et reparti. Je pense que tu étais central à eux. Tu es central à beaucoup de mèmes. Tu es le distributeur de mèmes et le popularisateur de mèmes. Ce mème, je reçois un peu de crédit pour. Et puis la chose actuelle est l'autre pour laquelle je reçois un peu de crédit. Le potentiel de changement est certainement extrêmement élevé. Eh bien, pouvez-vous parler de Doge? Quel est le succès le plus fou des 2 prochaines années pour Doge? Peux-tu imaginer? Peut-être aussi peux-tu penser à la trajectoire la plus probable et quel type de défi cela rencontrerait-il? Ouais, donc commence par dire, encore une fois, je ne suis pas un avertissement. Je dois déclarer que je ne suis pas sur Doge. Je ne suis pas membre de Doge. D'accord, donc je ne parle pas pour Doge. Je ne suis pas en charge de Doge. Ces gars-là le font. Je ne le fais pas, mais je suis. Vous savez, encore une fois, je suis volontaire pour aider autant que je peux et je suis à 100% de soutien. Alors, regarde, je pense que la façon de penser, je veux dire, les grandes lignes sont publiques, n'est-ce pas? C'est une commission à durée limitée, vous savez, essentiellement. Ce n'est pas une agence gouvernementale formelle. C'est une, vous savez, à durée limitée, 18 mois en termes de mise en œuvre. Elle conseillera la branche exécutive, n'est-ce pas? Et donc la mise en œuvre se fera par la Maison-Blanche. Et le président a une attitude totale sur ce qu'il veut mettre en œuvre. Et puis essentiellement, ce à quoi je pense. Ce sont 3 sortes de flux, vous savez, sortes de cibles. Et ils sont liés, mais différents. Donc l'argent, les gens et les règlements. Le chiffre principal, ils ont mis le chiffre de 2 trillions de dollars. Et il y a déjà des disputes à ce sujet, et peu importe. Mais ensuite, il y a la question des gens. Et la question des gens est intéressante parce que vous entrez dans ces questions très fascinantes. Et j'ai fait cela pour des gens au gouvernement comme un quiz surprise. Et je peux les coincer à chaque fois. Ce qui est, combien d'agences fédérales y a-t-il? Et la réponse est, quelque part entre 450 et 520. Et personne n'est tout à fait. Et puis l'autre est combien? De personnes travaillant pour le gouvernement fédéral? Et la réponse est, vous savez, quelque chose de l'ordre, j'oublie. Mais comme 4 millions d'employés à temps plein,
et peut-être jusqu'à 20 millions de contractuels, et personne n'est tout à fait sûr. Et donc il y a une grande composante humaine à cela. Et puis d'ailleurs, il y a une composante liée à cela, qui est combien d'entre eux sont réellement au bureau. Et la réponse n'est pas beaucoup. La plupart des bâtiments fédéraux sont encore vides, n'est-ce pas? Les gens, vous savez, travaillent-ils de chez eux ou travaillons-nous réellement de chez nous? Donc il y a la dimension humaine. Et bien sûr, l'argent et les gens sont connectés. Et puis il y a le troisième, qui est la question de la réglementation, n'est-ce pas? Et j'ai décrit plutôt comment, fondamentalement, notre système de gouvernement repose maintenant beaucoup plus sur les règlements que sur la législation. La plupart des règles sous lesquelles nous vivons ne proviennent pas d'un projet de loi qui a traversé le Congrès. Elles viennent d'une agence qui a créé un règlement qui s'avère être très très important. Nous voulons que le Dodge fasse un allègement réglementaire à grande échelle, et Trump en a parlé, et fondamentalement libérer les gens du gouvernement pour qu'ils puissent à nouveau agir. Ça en fait partie. Mais il y a aussi autre chose qui s'est passé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une série de décisions de la Cour suprême il y a environ 2 ans qui ont directement attaqué l'idée que l'exécutif peut créer des agences réglementaires et émettre des règlements sans législation correspondante du Congrès. Et la plupart du gouvernement fédéral qui existe aujourd'hui, y compris la plupart des départements et la plupart des règles, et la plupart de l'argent et la plupart des gens, la plupart ne font pas appliquer les lois que le Congrès a adoptées. La plupart, c'est de la réglementation. Et la Cour suprême a essentiellement dit que de grandes parties, vous savez peut-être tout cela, qui n'ont pas directement résulté d'un projet de loi passé par le Congrès, comme le dessin animé disait qu'ils devraient, peuvent ne pas être légales. Maintenant, la Maison-Blanche précédente, bien sûr, était super en faveur du grand gouvernement. Ils n'avaient aucun désir d'agir. Ils n'ont rien fait à ce sujet. Ils n'ont rien retiré. Mais le nouveau régime, s'il le choisit, pourrait dire « Regardez, ce que nous faisons ici ne remet pas en cause les lois. Nous nous conformons en fait à la décision de la Cour suprême qui dit essentiellement que nous devons démanteler beaucoup de cela et nous devons démanteler les règlements, qui ne sont plus légaux, constitutionnels. Nous devons démanteler les dépenses. Et nous devons démanteler les gens. Et c'est ainsi que vous passez d'eux. Fondamentalement, vous connectez le fil de la partie réglementation à la partie argent, puis à la partie personne. Ils travaillent sur ces 3 fils. Ils ont des idées incroyablement créatives sur la façon de gérer cela. Je connais beaucoup d'anciens fonctionnaires qui, 100% d'entre eux, sont super cyniques sur ce sujet. Et ils disent « C'est impossible. Cela ne pourrait jamais fonctionner. » Et je suis comme « Eh bien, je ne peux pas vous dire quels sont les plans secrets, mais épatez-moi, genre. » Et sur ces 3, ils ont des idées vraiment étonnantes, comme vous vous y attendez des personnes impliquées. Et donc, au cours des prochains mois, vous savez, cela commencera à devenir visible. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que cela va être très différent des tentatives. Comme il y a eu d'autres programmes comme cela dans le passé. L'administration Clinton-Gore en avait un, et puis il y en avait d'autres avant que Reagan en ait un. La différence, c'est que cette fois, il y a les médias sociaux, et donc il n'y a jamais eu. C'est intéressant. L'une des raisons pour lesquelles les gens à Washington sont si cyniques, c'est parce qu'ils connaissent toutes les conneries, comme ils connaissent toutes les mauvaises dépenses et toutes les mauvaises règles et tout le. Comme, vous savez, je veux dire, regardez, nous ajoutons $1 trillion à la dette nationale tous les 100 jours en ce moment. Et cela s'accumule. Et cela dépasse maintenant la taille du budget du département de la Défense. Et cela s'accumule. Et bientôt, cela va ajouter $1 trillion tous les 90 jours. Et puis si cela n'est pas corrigé à un moment donné, nous entrons dans une spirale hyper inflationniste. Et nous devenons l'Argentine ou le Brésil et câbloués, n'est-ce pas? Et donc, comme tout le monde a DCC, que quelque chose doit être fait. Et puis tout le monde a DC. C'est pour un. Fait qu'il est impossible de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ils connaissent l'impossibilité pure et simple de le réparer. Mais je pense qu'ils ne prennent pas en compte que ces gars peuvent faire cela en pleine lumière du jour. Et ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux. Ils peuvent complètement contourner la presse. Ils peuvent complètement contourner le cynisme. Ils peuvent exposer tout élément de dépenses gouvernementales inconstitutionnelles ou ridicules. Ils peuvent faire des tours de victoire chaque jour sur ce qu'ils font. Ils peuvent intégrer les gens dans le processus. Et encore une fois, si vous y réfléchissez, cela revient à notre structure machiavélique, qui est, si vous y réfléchissez encore, vous avez la démocratie, l'oligarchie, la monarchie, la règle des nombreux, la règle des quelques-uns, la règle de l'un. Vous pourriez penser à ce qui se passe ici. Comme un peu un sandwich, n'est-ce pas? Ce qui est, nous n'avons pas de monarque, mais nous avons un président qui gouverne, l'un avec un certain pouvoir. Et puis nous avons les gens qui ne peuvent pas s'organiser, mais ils peuvent être informés, et ils peuvent être conscients, et ils peuvent s'exprimer par le vote et les sondages, n'est-ce pas? Et donc il y a un sandwich qui se passe en ce moment, c'est la façon de penser à cela. Ce qui est que vous avez fondamentalement la monarchie, vous avez la règle d'un qui se combine avec. Règle de plusieurs, n'est-ce pas? Et la règle de plusieurs, c'est qu'ils peuvent voter, n'est-ce pas? Les gens peuvent voter, en gros.
Et puis essentiellement le Congrès, comme cette sorte de classe bureaucratique permanente à Washington, comme l'oligarchie au milieu, et donc la Maison-Blanche, plus les gens, je pense, ont le pouvoir de faire toutes sortes de choses ici. Et je pense que c'est comme ça que je le regarderai. La transparence, je veux dire, Elon, juste par qui il est incité à être transparent et à montrer les conneries dans le système et à célébrer les victoires. Alors ça va être tellement excitant. Je veux dire, honnêtement, ça rend le gouvernement plus excitant, ce qui est une victoire pour tout le monde. Ces gens dépensent notre argent. Ces gens ont un mépris énorme pour le contribuable. D'accord. Voici ce que vous entendez à Washington. Alors, la première chose que vous entendez, c'est que c'est impossible. Ils ne pourront rien faire. Et puis, ouais, je leur explique ça, et ça commence à leur apparaître que c'est un nouveau genre de choses. Et puis ils sont comme, eh bien, ça ne importe pas, parce que tout l'argent est dans les droits acquis, et la dette est l'armée. Et donc, comme, ouais, vous avez comme ce truc bidon, vous savez, le financement de NPR ou autre, et vous le regardez dans le budget, et c'est comme, peu importe, 500 millions de dollars ou 5 milliards. Ou c'est le, ou c'est le. Ce sont les bornes de recharge qui n'existent pas. C'est les 40 milliards de dollars de bornes de recharge. Et ils construisent 8 bornes de recharge. Ou c'est le. C'est le plan Internet à large bande qui n'a livré le haut débit à personne, n'est-ce pas? Et vous a coûté 30 milliards de dollars. Comme donc c'est gaspillage. Et ce que tout le monde à Washington dit, c'est que 30 milliards de dollars, c'est une erreur d'arrondi sur le budget fédéral. Ça ne compte pas. Qui se soucie s'ils le font disparaître? Et bien sûr, tout contribuable est comme quoi le. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est 30 milliards de dollars. Ouais, c'est ça. Et puis les experts sont comme le. La presse est là-dedans aussi. Puis les experts sont comme, eh bien, ça ne compte pas parce que c'est par ici. Non, non, c'est 30 milliards de dollars. Et si vous êtes aussi désinvolte à propos de 30 milliards de dollars, imaginez à quel point vous êtes désinvolte à propos des 3 trillions. D'accord? 30 milliards de divisé dollars par. Faites 30. Le calcul. 30 milliards de dollars, 300 divisé par, disons, 1 million de contribuables. D'accord? Comme, quel est ce calcul expert? 100 dollars par contribuable par an. D'accord, donc 100 dollars pour une personne ordinaire. Travaillant dur chaque jour pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ses enfants, 100 dollars, c'est un repas au restaurant. C'est un voyage au parc d'attractions. C'est la possibilité d'acheter des matériaux éducatifs supplémentaires. C'est la possibilité d'avoir une gardienne, de pouvoir avoir une relation romantique avec votre femme. Il y a comme 100 choses que cette personne peut faire avec 100 dollars qu'elle ne fait pas, parce que ça va à un programme bidon où l'argent est essentiellement détourné sous forme de, comme, absurdité ridicule et de corruption. Et donc l'idée que ce programme de 30 milliards de dollars n'est pas quelque chose qui est comme un trait. Tout comme le niveau de mépris pour le contribuable est juste hors norme. Et puis c'est juste un de ces programmes. Et il y en a comme une centaine de ceux-là. Programmes, et ils sont tous comme ça. Comme ce n'est pas comme si tout cela fonctionnait bien. Comme la seule chose que nous savons, c'est que rien de tout cela ne fonctionne bien. Comme nous savons cela avec certitude, n'est-ce pas? Et nous, comme nous connaissons ces gens, ne se présentent pas au travail. Et genre, on sait que toutes ces folies se passent, n'est-ce pas? Et genre, tu sais, Te souviens-tu de l'histoire d'Elon sur le. Te souviens-tu de l'histoire d'Elon sur ce qui a poussé les Amish à aller voter en Pennsylvanie? Ok, donc, genre, la Pennsylvanie, ok, donc la Pennsylvanie. C'est genre un État merveilleux, une grande histoire. Il a ces villes comme Philadelphie qui ont sombré, comme d'autres villes, dans juste, genre, le chaos total, la violence, la folie et la mort, n'est-ce pas? Et le gouvernement fédéral a juste, laissé faire. Ce sont des endroits incroyablement violents. Et donc l'administration Biden a décidé que la grande priorité en matière d'application de la loi était que ils devaient commencer à faire des descentes dans les fermes Amish pour les empêcher de vendre du lait cru avec des raids armés, n'est-ce pas? Et il s'avère que ça a vraiment énervé les Amish. Et il s'avère qu'ils n'étaient pas prêts à conduire jusqu'au bureau de vote parce qu'ils n'ont pas de voiture. Mais si tu venais les chercher, ils iraient et voteraient. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Trump a gagné. Bref, donc, genre, les agences d'application de la loi travaillent sur, genre, des trucs fous comme le système ne fonctionne pas. Et donc, tu additionnes. Prends 130 milliards de dollars pour 100 programmes, d'accord? Maintenant, tu es d'accord, mathématicien, fois 100. Temptation. 10 000 dollars. Ok, 10 000 dollars par contribuable par an. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. L'argent est une chose extrêmement importante. Mais c'est l'attitude désinvolte qui, dans les faits d'entraînement, fait que personne ne veut travailler dans le gouvernement et être productif. Ça engendre la corruption, ça engendre la paresse, ça engendre le secret, parce que tu ne veux pas être transparent sur le fait de n'avoir rien fait toute l'année, tout ce genre de choses, et tu veux inverser ça. Donc ce sera excitant pour l'avenir de travailler dans un gouvernement. Parce que la chose incroyable, si t'es le gouvernement Stillman,
c'est que tu peux faire des trucs à grande échelle. Tu as de l'argent et tu peux directement impacter la vie des gens de manière positive, à grande échelle. C'est super excitant, tant qu'il n'y a pas une énorme quantité de bureaucratie qui te ralentit considérablement. Alors voici le truc. Ça m'a époustouflé parce que une fois que tu ouvres la boîte de Pandore du budget fédéral, tu apprends toutes sortes de choses. Donc il y a un terme technique dans le gouvernement appelé mise en fourrière. Et donc si tu es comme moi, tu as appris ça à la dure quand ta voiture a été mise en fourrière. Le sens gouvernemental de mise en fourrière, budget fédéral. Le sens est un sens différent. La mise en fourrière est la suivante. La Constitution exige que le Congrès autorise l'argent à être dépensé par l'exécutif. D'accord. Donc l'exécutif va au Congrès, dit « Nous avons besoin d'argent. » X, le Congrès fait son truc. Ils reviennent et disent « Tu peux avoir de l'argent. » Y. L'argent est alloué par le Congrès. L'exécutif le dépense pour leur armée ou quoi que ce soit qu'il dépense. Ou sur des routes vers nulle part, ou des stations de recharge vers nulle part, ou quoi que ce soit que le Congrès alloue l'argent. Au cours des 60 dernières années, il y a eu une interprétation supplémentaire des crédits appliqués par les tribunaux et par le système qui est. L'exécutif a non seulement besoin que le Congrès alloue X montant d'argent, l'exécutif n'est pas autorisé à sous-dépenser. Je suis au courant de cela. Et donc, il y a cette chose qui se passe à Washington à la fin de chaque année fiscale, qui est le 30 septembre, et c'est la grande purge budgétaire. Et tout l'argent restant dans le système qu'ils ne savent pas comment dépenser de manière productive, ils le dépensent délibérément de manière non productive à hauteur de centaines et centaines de milliards de dollars. Un président qui ne veut pas dépenser. L'argent, on ne peut pas le dépenser. Ouais, comme, d'accord, ce n'est pas ce qui est dans la Constitution. Et il y a en fait une très bonne page Wikipédia qui passe en revue. Le grand débat sur cela s'est déroulé dans le monde juridique au cours des 60 dernières années. Et puis numéro 2, encore une fois, on revient à cette chose de mépris. Comme, peux-tu imaginer te présenter et diriger le gouvernement comme ça, et penser que tu fais la bonne chose, et ne pas rentrer chez toi le soir en pensant que tu as vendu ton âme? C'est ça. Comme, je pense en fait que tu as touché un très bon point, c'est même injuste pour les gens qui doivent exécuter cela. Ouais, c'est ça. Parce que ça les rend mauvais. Et ils n'ont pas commencé en voulant être mauvais. Et donc, il y a des choses comme ça. Ouais, partout. Et donc, on verra jusqu'où ces gars-là iront. Je suis extrêmement encouragé par ce que j'ai vu jusqu'à présent. Comment Elon est-il si productif? As-tu déjà déconstruit cela? Donc, en fait, je connais Elon depuis longtemps. Je n'ai pas travaillé avec lui pendant très longtemps. Juste, on travaillait sur, tu sais, des choses différentes. Mais je travaille avec lui de très près depuis quelques années, en commençant par l'acquisition de X, et puis nous avons aussi investi dans Xai et ensuite dans SpaceX. Et donc nous travaillons maintenant sur 3 entreprises ensemble à différents degrés. Et maintenant le gouvernement. Les affaires gouvernementales, ouais. Je veux dire, il a essentiellement une méthode de fonctionnement qu'il a développée que je dirais très inhabituelle selon les normes modernes. En fait, je ne connais pas un autre PDG actuel qui opère comme lui. Et je pense probablement que la plus grande question dans le monde des affaires en ce moment est pourquoi les PDG n'opèrent pas comme lui. Et c'est une question compliquée dont nous pourrions parler, mais si tu retournes dans l'histoire, tu trouves des personnages plus comme lui. Et donc surtout comme les industriels de la fin des années 1800, début des années 1900. Tu sais, des gens comme Henry Ford ou Andrew Carnegie ou Thomas Watson, qui a construit IBM. Si tu retournes et lis les biographies de gens comme ça, Andrew Mellon, tu sais ces gars-là, Cornelius Vanderbilt, comme ces gars-là dirigeaient très semblablement à la façon dont Elon gère les choses. Et c'est juste ça comme la chose principale, c'est juste cette incroyable dévotion du leader de l'entreprise à comprendre pleinement et profondément ce que fait l'entreprise et à être, tu sais, complètement informé de chaque aspect de celle-ci et être sur le terrain et parler directement aux gens qui comprennent profondément les problèmes et tu sais, être le principal résolveur de problèmes dans l'organisation. Et essentiellement, ce qu'Elon fait, c'est qu'il se présente chaque semaine dans chacune de ses entreprises. Il identifie le plus gros problème que l'entreprise a cette semaine-là et il le résout. C'est ça. Et puis il fait ça chaque semaine pendant 52 semaines d'affilée. Et puis chacune de ces entreprises a résolu les 52 plus gros problèmes de cette année, comme cette année-là. Et tu sais, la plupart des autres grandes entreprises sont encore en train d'avoir la réunion de planification. Pour la réunion de pré-planification, pour la réunion du conseil, pour la présentation, pour ceci, pour le... Tu sais, avec la révision de conformité et la révision légale, et donc il est juste comme... C'est ce niveau de, à la fois, comme une incroyable capacité intellectuelle couplée à une incroyable force de personnalité, autorité morale, capacité d'exécution, concentration sur les fondamentaux, qui est juste vraiment incroyable à regarder. Et puis d'ailleurs, l'effet secondaire de cela est qu'il attire beaucoup des meilleures personnes au monde
pour travailler avec lui, parce que si tu travailles avec Elon, les attentes se sont à travers le toit en termes de ton niveau de performance et il va savoir qui tu es et il va savoir ce que tu as fait et il va savoir ce que tu as fait cette semaine. Et il va savoir si tu es sous-performant et il peut te licencier lors de la réunion si tu ne fais pas ta part. Mais si tu es aussi engagé envers l'entreprise que lui et que tu travailles dur et que tu es capable. Beaucoup de gens qui ont travaillé pour lui disent qu'ils ont eu la meilleure expérience de leur vie quand ils travaillaient pour lui. Et donc il y a cette chose d'attraction. Et c'est pourquoi je pense que ces entreprises se développent comme elles le font, parce qu'elles, juste, à cause de cela, elles juste, continuent, elles sont un trou noir qui aspire les meilleurs talents. Si tu es le meilleur au monde, tu veux travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Viens ici. C'est ça. Et les gens regardent ça de l'extérieur et ils se demandent comment les gens peuvent tolérer, tu sais, toutes les critiques. Comment peuvent-ils tolérer ce gars? Et patati patata. Et à l'intérieur de l'entreprise, les gens se disent enfin, je peux travailler. Quelqu'un comprend. Ouais, quelqu'un comprend. Quelqu'un. Il y a un mensonge célèbre. Quelqu'un travaillait dans une autre entreprise de défense, d'espace, d'aérospatial, et est allé travailler chez SpaceX et a dit exactement comment c'était. Et il a dit que c'est comme être plongé dans une zone de compétences choquante. N'est-ce pas? C'est juste comme. Exactement ton point. Comme tout le monde autour de moi est tellement compétent et en mouvement et regarde, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, n'ont jamais cette expérience. Vous savez, la plupart des gens ne sont jamais dans une organisation où la barre est placée si haut. Et par conséquent, le niveau de confiance est si élevé, et reste si élevé, et même augmente avec le temps. Et il laisse dedans encore à son grand crédit. Il a pu faire cela à plusieurs reprises. Tellement axé sur les détails, se concentrant sur tout de A à Z en termes d'affaires, en étant intimement familier avec cela et prêt à se salir les mains. Je vais y aller et vraiment chercher à résoudre le problème moi-même. Donc, cela me suggère, bien que cela ne puisse pas être le cas, parce que vous ne pourriez pas diriger autant d'entreprises si vous le faisiez de cette façon, il peut y avoir des défis à apprendre quand déléguer, quand passer des tâches, parce que pour obtenir ce niveau de résolution, pour être capable de voir les choses avec autant de précision, vous devez aussi y passer beaucoup de temps. Et puis, si vous résolvez les problèmes, comment choisissez-vous les problèmes qui sont les vôtres à résoudre et ceux qui ne le sont pas, et ainsi de suite. Donc, cela doit être un défi. Distinguer entre ce qui est mon problème à résoudre et ce qui est celui de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, je dirais que la plupart des leaders, comme la plupart des PDG avec qui nous travaillons, ont exactement ce problème pour exactement les raisons que vous avez décrites. Je pense que la méthode d'Elon est un peu différente. Et je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cela, mais la façon dont je le vois, c'est qu'il délègue presque tout, comme il n'est pas impliqué dans la plupart des choses que ces entreprises font. Il est impliqué dans la chose qui est le plus gros problème en ce moment, jusqu'à ce que cette chose soit résolue, et ensuite, il n'a plus besoin d'être impliqué. Et puis, il peut aller se concentrer sur la prochaine chose, qui est le plus gros problème pour cette entreprise en ce moment. Donc, par exemple, dans la fabrication, il y a ce concept de goulot d'étranglement, n'est-ce pas? Et donc, dans toute chaîne de fabrication, il y a toujours un goulot d'étranglement. Il y a toujours quelque chose qui empêche la ligne de fabrication de fonctionner comme elle le devrait. Et parfois, le goulot d'étranglement est au début du processus. C'est comme si nous ne pouvions pas obtenir assez de matières premières. Parfois, le goulot d'étranglement est à la fin du processus. Nous n'avons pas assez d'entrepôt pour le produit fini. Ou le goulot d'étranglement peut être quelque part au milieu. Et si vous dirigez une entreprise de fabrication, il y a toujours un goulot d'étranglement. Quel que soit le goulot d'étranglement, il retient tout. Et le travail numéro 1 est de supprimer ce goulot d'étranglement et de tout faire couler à nouveau. Et je pense qu'il a essentiellement universalisé ce concept. Et il regarde essentiellement chaque entreprise comme si c'était une sorte de chaîne de montage conceptuelle, parfois une chaîne de montage littérale, fabriquant des voitures et des fusées. Et essentiellement chaque semaine donnée, il y a un goulot d'étranglement. Il y a garanti d'être le principal goulot d'étranglement. Il y aura une chose qui sera la chose qui retient les gens. Et donc la réponse à votre question, la résolution du paradoxe, est que je vais micro-gérer la solution de cela. Je n'ai pas besoin de gérer tout le reste, parce que tout le reste, par définition, fonctionne mieux que cela. D'accord. Et donc je peux me concentrer là-dessus. L'autre partie est tellement convaincante. Et c'est là que je pense que beaucoup de PDG non techniques auraient vraiment du mal à mettre en œuvre la méthode. C'est qu'il, quand il identifie le goulot d'étranglement, il va et il parle aux ingénieurs de ligne qui comprennent le technique. Nature du goulot d'étranglement. Et si ce sont des gens sur une ligne de fabrication, il parle directement aux gens sur la ligne. Ou si ce sont des gens dans un groupe de développement logiciel, il parle aux gens qui écrivent réellement le code. D'accord. Donc il ne demande pas au VP de l'ingénierie, de demander au directeur de l'ingénierie, de demander au manager, de demander aux contributeurs individuels, d'écrire un rapport pour
vous savez, qui doit être examiné dans 3 semaines. Il ne fait pas ça. Il les jetterait tous par la fenêtre. Il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il ferait ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il va, et il va personnellement, trouver l'ingénieur qui a réellement la connaissance de la chose, et ensuite il s'assoit dans la pièce avec cet ingénieur et résout le problème avec eux. D'accord. Et encore, c'est pourquoi il inspire une loyauté incroyable de la part des gens techniques avec qui il travaille. Avec Skit, ils sont juste comme « Waouh! Si je fais face à un problème que je ne sais pas résoudre, sacré Elon Musk. » Appelle le gars qui possède le. Sacré Elon Musk va débarquer dans son Gulfstream et il va s'asseoir avec moi toute la nuit devant le clavier ou devant la ligne de production et il va m'aider à résoudre ça. Waouh! D'accord. Et donc c'est comme « Comment peux-tu » Comme comment? Ouais, c'est ça le truc. C'est comme « D'accord, tu es comme un PDG normal dirigeant une entreprise normale. » Comment peux-tu rivaliser avec ça? Quelles sont les autres raisons pour lesquelles les PDG d'entreprises similaires ou comparables ne font pas ça? Compréhension technique. Je comprends que tu dois être capable de te salir les mains d'un point de vue spécifique. Mais quoi d'autre? Ouais, donc c'est beaucoup de ça. Et c'est un sujet qui rend les gens vraiment fâchés, parce que les non-techniques détestent vraiment qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, parce qu'ils ne sont pas techniques. Mais de temps en temps, les détails techniques comptent vraiment. Donc il y a tout un domaine là. Et tu sais, la plupart des gestionnaires, tu sais, c'est comme la plupart des gens dans le gouvernement sont des avocats. Tu sais, la plupart des gens dans les affaires et les niveaux supérieurs sont des MBA. Et donc il y a un, il y a un, il y a un. Tu sais, la plupart des grandes entreprises ne sont pas dirigées par des ingénieurs. D'accord. Elles sont dirigées par des gens formés en affaires. Et donc il y a un, ou de plus en plus des avocats aussi. Et donc, tu sais, il y a un vrai défi là. Et puis je pense juste plus généralement, c'est juste la façon dont la gestion est enseignée. Et tu sais, le plus classiquement sous la forme de quelque chose comme une école de commerce de Harvard ou une école de commerce de Stanford. C'est essentiellement enseigné, c'est essentiellement la gestion telle qu'elle a été développée et mise en œuvre, je dirais, dans les années 1950, 60, 70. C'était en quelque sorte l'école dite scientifique de gestion. Et donc, c'est essentiellement la gestion comme une compétence générique que tu peux appliquer à n'importe quelle industrie. Et tu sais, tu pourrais gérer une entreprise de soupe, ou tu peux gérer je ne sais pas, n'importe quel type d'entreprise. Et elles sont toutes un peu pareilles, et ça n'a pas vraiment d'importance ce qu'elles font. Et il y a un ensemble commun de pratiques de gestion et ça a, tu sais, beaucoup à voir. C'est, tu sais, processus. C'est comment structurer, tu sais, comment gérer le bilan, comment fixer le calendrier de révision pour les réunions, comment faire la conformité, comment, tu sais, embaucher, tu sais, comment gérer tu sais, comment embaucher et motiver les cadres. Tu sais comment résoudre les conflits interpersonnels, comme toutes ces compétences générales en affaires. Et d'ailleurs, ces compétences générales en affaires sont, tu sais, très utiles dans beaucoup de contextes. C'est juste que cette formation ne te donne aucune des informations, que cette formation ne te donne rien de ce dont tu as besoin pour faire. Ce qu'Elon fait. Et puis Elon pousse. Je dirais qu'il pousse aussi loin qu'il peut. Et ne fait pas toutes les choses que tu es classiquement formé à faire pour qu'il puisse passer tout son temps à faire les choses que lui seul peut faire. Ce qui, il s'avère, a cet effet juste comme incroyable, tu sais, catalytique multiplicatif où ces entreprises sont, tu sais, tellement incroyablement étonnantes. Elon vient de dire ce truc lors du dernier événement Tesla qui m'a époustouflé. Tu sais, parce que ces entreprises sont célèbres. Elles n'ont pas vraiment de département de marketing. Comme Tesla ne dépense pas d'argent en vente et marketing. Comme elles ne vendent pas les voitures. Comme toutes les autres entreprises automobiles dans le monde font toutes ces campagnes publicitaires tout le temps. Publicité télévisée et tu sais, prospectus de journaux et les événements de vente trimestriels et comme toutes ces choses folles. Et promotion, toutes ces choses. Comme Tesla ne fait rien de tout ça. C'est juste comme c'est la meilleure, tu sais, c'est la meilleure voiture et tu viens juste l'acheter ou pas. C'est à toi de voir. T'es un idiot si tu ne le fais pas, d'accord? C'est comme si mon père était allé faire un essai routier d'une Model S il y a peut-être quelques années. Et c'est un gars de voitures à l'ancienne. Et il est habitué à le genre de bavardage, les concessions, la discussion, pour dire « S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous un café ?» Voulez-vous, vous savez qu'est-ce que c'est? Et il a dit qu'il est entré et qu'il avait l'impression d'être dans un Apple Store et qu'il y avait un adolescent en hoodie qui est sorti. Et mon père a commencé à faire tout le truc classique de négociation de parent boomer. Et ce gars était comme « Le prix est le prix et je n'ai pas de foutu café pour vous. » Alors, il est parti en se sentant comme si c'était le nouveau monde et maintenant il a un Range Rover. Alors, eh bien, c'est ça. C'est comme « Voulez-vous la meilleure voiture du monde ou pas, n'est-ce pas ?» C'est la mentalité d'Elon, n'est-ce pas? Et ça marche très bien. Et puis, à cet événement, il a porté au niveau supérieur. Et ça m'a cassé le cerveau. Et j'y pense encore. Il a dit
Si vous y pensez, il a dit que le meilleur produit au monde ne devrait même pas avoir besoin d'un logo. Comme vous ne devriez même pas avoir à mettre votre nom sur le produit. Les gens peuvent juste l'identifier par sa qualité. C'est juste évident. C'est juste évident. C'est juste évident. Tout le monde sait parce que c'est le meilleur produit au monde. Tout le monde l'a, tout le monde l'utilise. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin de mettre le nom dessus. Tout le monde sait, n'est-ce pas? Et donc pendant 1 minute, j'étais comme, d'accord, est-ce que c'est comme un truc zen, vous savez que je... Et puis j'étais comme, non, il est en fait, comme d'habitude avec Elon, c'est comme, non, il est en fait sérieux. Le meilleur produit au monde n'aurait pas besoin de votre nom dessus. Et donc, ouais, de toute façon, c'est juste comme complètement différent. C'est juste cette méthode complètement différente. Et puis en plus de ça, avoir le gars qui est au sommet de son art, vous savez, vous savez, comme vous l'avez dit, travailler sur le défi gouvernemental et ensuite, vous savez, avoir le nouveau, vous savez, peu importe ce que les gens pensent du nouveau président, pour et contre, comme l'avoir pleinement, vous savez, pleinement engagé, embrassant, vous savez, Elon, et l'encourageant à faire cela est vraiment. Je veux dire, cela n'a pas. Vous devez revenir. Comme littéralement la dernière fois que quelque chose comme ça s'est produit dans le gouvernement des États-Unis, c'était littéralement comme en 1933. L'analogie la plus proche de ce qui a au moins commencé à se produire est littéralement ce qui s'est passé sous FDR, qui est juste comme une réinvention fondamentale de la façon dont le gouvernement fonctionne. Et comme cet afflux massif de talents en fait du secteur privé qui est capable de faire des choses inimaginables. Et donc c'est une chose qui arrive une fois tous les 80 ans. Je fais tout ce que je peux pour aider, et j'espère que ça va verser un peu de kérosène sur le feu comme vous le faites. Je ne pense même pas être un grand exemple, mais je pense qu'Elon serait le grand exemple de cela, qui est comme, vous savez, regardez, c'est un gars qui, depuis chaque jour de sa vie, depuis le jour où il a commencé à gagner de l'argent, il le réinvestit dans la prochaine chose. Et donc je pense que l'argent est définitivement un facilitateur pour la satisfaction. L'argent appliqué au bonheur mène les gens sur des chemins très sombres, des avenues très destructrices. L'argent appliqué à la satisfaction, je pense, est un véritable outil. Je dis toujours, d'ailleurs, j'étais comme, vous savez, Elon et l'étude de cas pour le comportement. Mais l'autre chose qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est que Larry Page a été interrogé une fois sur son approche de la philanthropie. Et il a dit « Oh, mon plan philanthropique est juste de donner tout l'argent à Elon. » Pouvez-vous imaginer si vous dirigez une agence et que vous devez avoir une réunion avec Vivek et Elon? Oui. Et tu dois ouvrir tes livres. Oui. C'est comme Office Space, où ils ont amené les Bobs pour consulter. Que fais-tu ici? Exactement. C'est exactement ça. Oui. Alors, il y a eu une autre scission clé dans la chronologie, qui s'est produite dans la Silicon Valley il y a environ 2 ans, en fait 2 ans et demi, quand Elon, juste avant de prendre le contrôle de Twitter, s'est disputé par email avec le PDG de Twitter à l'époque, qui est en fait un ami à moi, un gars vraiment bien. Mais littéralement, ce gars venait juste d'être promu de l'ingénierie pour diriger l'entreprise. Et puis, comme un mois plus tard, il se retrouve à gérer la situation avec Elon. Donc, il s'est un peu fait avoir. Mais oui. Bien sûr, il a dit. Elon Musk dit qu'il a revu Office Space pour se préparer à Doge. Bien sûr qu'il l'a fait. Sacré psycho. Exactement. Alors, il y a eu ce moment dans la prise de contrôle de Twitter où Elon envoie son email. Et il dit, et la phrase est « Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?» Waouh! Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Dans le contexte des entreprises de la Silicon Valley. C'était une déclaration provocante parce que beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley prennent des mois ou des années pour faire quoi que ce soit. Mais imaginez cette déclaration appliquée au gouvernement. Oh mon Dieu, n'est-ce pas? Comme le niveau de accélération. Comme, d'accord, quels sont les problèmes? Comment allons-nous les résoudre? Et qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ouais, tu penses que le débankage a bouleversé des vies? Oui, exactement. Alors, oui, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Et d'ailleurs, quand Elon gère ce gars, c'est en fait intéressant. Un gars vient de tweeter ou poster ou zitter ce que c'est de travailler pour Elon dans sa compagnie Diaxai. Et il a dit qu'Elon est venu la semaine dernière et qu'il a passé 18 heures au bureau et par tranche de 5 minutes. Et c'était toutes les 5. Chaque personne avait un créneau de 5 minutes pour expliquer à Elon ce qu'elle faisait. Waouh! Et il a fait ça, tu sais, 5 fois, peu importe, n'est-ce pas? 12, 18 heures. Jésus-Christ. Chaque employé avait l'opportunité de dire au grand patron sur quoi il travaillait. Chaque employé avait l'opportunité d'être reconnu pour ses efforts. Chaque employé avait l'opportunité de recevoir des retours en direct du grand patron qui avait une vue d'ensemble complète de tout ce qu'il devrait de faire. Waouh! Et il n'y a nulle part où se cacher. Pensez à quel point c'est différent. C'est pour une entreprise d'être gérée de cette façon. Puis même encore, les entreprises de la vallée généralement, sont assez bien gérées selon les normes commerciales. Et même ça, genre, c'est le niveau d'intensité que la plupart des entreprises de la vallée n'atteignent même pas. Imaginez ça appliqué au gouvernement. Au gouvernement. Et il y a juste
Et c'est. Et encore, c'est le genre de choses, il n'y a pas de loi qui, genre, il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas être fait. Il n'y a rien dans la Constitution qui dit que vous ne pouvez pas faire ça. C'est un choix. Comment le gouvernement est géré est un choix de la part de la branche exécutive du président sur comment ça va être géré. Et il n'y a aucune raison pour laquelle le gouvernement ne peut littéralement pas être géré de cette façon. Et il semble que le facteur X pour le changement d'ambiance était Elon achetant Twitter. Ce qui a presque failli ne pas se produire parce qu'il a presque renoncé. Et si cela ne s'était pas produit, alors nous serions tous un peu, vous savez, juste dans les discussions de groupe à nous plaindre. Eh bien, c'est encore mieux. En fait, vous vous en souviendrez. Mais c'est encore mieux. Ce n'est pas seulement qu'il a failli ne pas acheter Twitter, ils l'ont en fait forcé à l'acheter. Oh mon Dieu. À quel point en colère. Pratiquement tout le monde était qu'il essayait, soi-disant, de se retirer de l'accord. Et comment le juge, essentiellement un juge activiste du Delaware, a essentiellement, vous savez, exigé qu'il conclue l'affaire. Ouais, c'est ça. C'est la partie qui, genre, ne se raconte pas. C'est qu'ils ont absolument exigé qu'il conclue l'affaire. Donc, ouais, Elon a essentiellement donné une couverture aérienne au changement d'ambiance, à la fois en achetant Twitter, mais aussi par sa propre sorte d'évolution. Et je suis curieux, en gros, si vous pouviez brièvement aborder le rôle des discussions de groupe et comment elles ont joué un rôle dans le changement d'ambiance au cours des 5 dernières années. Parce que je vois parfois Elon tweeter des trucs, que ce soit sur la testostérone ou le crime, ou même Michael Brown, vous savez, comme des trucs que les gars que j'ai vus dans les discussions de groupe, genre il y a des années, cette éducation. Et je sais qu'il vous parle, je sais qu'il parle aussi à plein d'autres personnes. Je suis curieux si vous pouviez parler un peu du rôle de ces discussions de groupe et du genre de changement d'ambiance. Parce que ce que nous voyons en public, c'est l'antagonisme qu'Elon a reçu de la part des responsables gouvernementaux. Mais il semblait qu'il avait de l'aide pour se mettre à jour et s'instruire sur beaucoup de ces sujets et ouvrir les yeux sur beaucoup de ces questions. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Ouais, donc il y a une histoire vraiment intéressante derrière ça. Donc, vous savez, Elon pendant longtemps était en fait beaucoup comme moi pendant longtemps. Il est ce que vous appelleriez juste un démocrate normal. Et en fait, l'origine de Tesla, la sorte de grande mission de Tesla, était de résoudre les émissions de carbone, le changement climatique. C'est ça. Passer à une économie sans carbone, impliquée en politique. Il construisait ses entreprises, qui étaient certainement assez difficiles pour être un focalisation à plein temps pour lui. Et donc il n'était pas vraiment impliqué en politique, mais il était toujours très curieux de la culture, et spécifiquement il était toujours vraiment curieux de la culture Internet. C'est ça. Et donc il tweetait et faisait des mèmes tout le temps. Je veux dire, les deux personnes qui tweetaient et faisaient des mèmes tout le temps, il y a 10, 15 ans, quand ça n'avait pratiquement aucune importance politique, étaient bien sûr Elon Musk et Donald Trump. Littéralement. C'est ça. Comme le fil Twitter de Trump, en remontant dans le temps, genre, si vous remontez avant 2013, qui est quand tout s'est activé politiquement sur Internet, genre Trump tweetait et Elon tweetait. L'événement spécifique et immédiat qui l'a poussé à vraiment acheter Twitter n'était en fait pas une chose politique partisane. C'était littéralement le Babylon Bee, qui était son site de satire préféré. Être déplatformé. C'est ça. Donc la façon dont il y pensait à l'époque, je pense, c'était « ça frappe à la chose que j'aime ». La chose que j'aime. Et il a dit une fois, quelqu'un a finalement compris ça et lui a demandé dans une interview, et il a dit « ouais, il est comme, c'est ça. Vous savez, qu'est-ce que je fais pour m'amuser ?» Ils diront « je travaille tout le temps. Je passe du temps avec vous savez, ma famille, mes enfants. Et puis en gros, Genre quand j'ai 20 minutes de libre, je tweete des mèmes. Et puis j'ai vu. Et je connaissais Elon depuis longtemps, mais pas. Nous n'avions jamais travaillé étroitement ensemble. Et donc Mais je l'avais toujours suivi et je regardais ce qu'il disait. Et il est allé. Un jour, c'est sorti sur Twitter. Il a tweeté qu'il a des dealers de mèmes, qu'il y a des gens qui lui fournissent des mèmes. Et c'est comme ça qu'il trouve tous ces mèmes drôles. Et j'étais comme, waouh, c'est intéressant. Je me demande si je pourrais devenir l'un des dealers de mèmes d'Elon. Alors j'ai commencé à lui envoyer des mèmes, et il a commencé à les tweeter, et j'étais comme, c'est vraiment incroyable. C'est juste, genre, absolument incroyable. Parce que quand il tweetait ça, il recevait 1000 fois plus de likes. Quand je l'ai tweeté, mais je pense qu'il y a un argument à faire valoir que tu veux Elon Musk attrapant des fusées avec des baguettes. Tu veux qu'il construise des voitures électriques. Est-ce qu'on veut qu'il, tu sais, rencontre des leaders étrangers de nations adverses? Et ça semble être une situation sans limite en ce moment. Ouais, regarde. Le contre-argument est, numéro 1, Elon. Je ne parle pas pour Elon, mais Elon a décidé qu'il devait faire ça parce que sinon, il n'allait pas pouvoir lancer des fusées, juste pour être clair. Il a décidé qu'il devait soutenir Trump et s'engager pleinement là-dedans. Ouais, ce mouvement. D'accord. Ouais. C'était comme si la FAA essayait d'empêcher ses lancements, et ça prenait plus de temps pour approuver les papiers que pour lancer une fusée. Ça prenait moins de temps pour construire la fusée. Exactement. Et donc, clairement, ça ne devrait pas être le cas.
Il a raconté toutes les histoires folles, comme kidnapper le phoque et l'attacher pour voir si le lancement interfère avec son impulsion de reproduction. Juste cette folie, ce truc réglementaire qui a dérapé. Il a donc conclu qu'il devait le faire. Et puis regardez sur les affaires de politique étrangère comme depuis des années, et je dirais juste qu'Elon est Elon déjà avant tout, le truc politique. Elon faisait déjà partie intégrante, je dirais, à la fois du système de défense nationale et aussi de le système de défense allié. Et vous savez, regardez, on voit ça aujourd'hui en Ukraine, vous savez, à travers Starlink. Starlink, ouais, l'armée ukrainienne fonctionne avec Starlink parce que les Russes ont les capacités de guerre cybernétique pour détruire tous les autres systèmes de communication. Et donc Starlink est le seul système de communication sur lequel l'armée ukrainienne peut fonctionner. C'est le seul. Et d'ailleurs, SpaceX et Lana a dit que SpaceX a été dans une bataille acharnée avec les opérateurs offensifs de cybersécurité russes pour continuer à essayer de faire tomber Starlink, précisément parce que c'est ce sur quoi l'armée ukrainienne fonctionne. Et donc, ouais, comme il est déjà au milieu de ça. Vous savez, il a été un fournisseur pour les États-Unis, l'État de sécurité nationale depuis très longtemps maintenant. Il y a énormément de va-et-vient et de drames autour. OpenAI a commencé comme un organisme à but non lucratif. Ce n'était pas Sam qui a été évincé, puis il était revenu. Elon était fâché. Elon est allé sur Tucker et a dit qu'OpenAI entraînait l'IA à mentir. Peux-tu expliquer la situation là-bas et expliquer à l'auditeur comment nous devrions penser à la régulation de l'IA? Ouais. Donc pour commencer, Sam était impliqué. Sam était un cofondateur, mais Elon était aussi un cofondateur. Donc, juste pour être clair et donner du contexte, Elon était le financeur initial d'OpenAI. Pardon, le donateur initial. Et il était en quelque sorte le fondateur central. Lui et Sam ont travaillé ensemble, mais Elon était définitivement le fondateur et était certainement un aimant pour les premiers talents ainsi que pour les financeurs.